Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h, à savoir le dernier de la saison. Ouais. On le dit, on se retrouvera bien sûr à la rentrée avec Denis Vanier. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Alors au programme, déjà un invité, c'est Adrien Demoison. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va passer l'émission avec vous. Vous allez nous parler de code et de comment faire de la programmation informatique, mais sans trop s'arracher les cheveux. Mais avant cela, Denis a eu la bonne idée de nous préparer un quiz. Sur un tout autre sujet, mais je vous Oui, ça n'a rien à voir. propose d'écouter tout de suite. Alors vous avez 4 choix. Alors c'est soit un vélo mal huilé, votre vélo peut-être, un oiseau, un crapaud ou le bruit d'un radar. Vous êtes prêts? Un oiseau? Un oiseau? Non. Là, on va voir la réponse en image tout de suite. Vous allez voir, ça va être suffisamment parlant. C'est un crapaud. C'est un crapaud. Voilà. C'est un crapaud qui répond au joli nom de Dalit accoucheur. Alors l'accoucheur, c'est le crapaud que vous voyez sur le dessus, c'est le mâle qui vient récupérer les œufs pondus que vient de pondre la femelle, qui va ensuite les ensemencer et les tremper régulièrement dans l'eau jusqu'à la naissance des têtards. Si on parle de ce crapaud, c'est qu'il est protégé, il est en voie de disparition, il est présent, c'est l'un des rares crapauds qui est présent en milieu urbain, y compris là dans le centre-ville de Nantes. Hein. On peut trouver ce crapaud? Absolument, le long de la vallée du Sens, dans le parc de la Crapaudine, tiens. Ça tombe bien, d'où son nom. C'est un peu chez lui. Et parfois dans nos jardins. Alors c'est l'association Bretagne Vivante qui lance un appel à témoignage. Si vous entendez ce petit chant qu'on a entendu tout à l'heure, ce petit sifflet, prévenez l'association Bretagne Vivante au numéro de téléphone qui s'affichait tout à l'heure. C'était le 02 40 50 13 44. Et on pourra participer à des visites avec l'association de Bretagne Vivante. Ce sera fin juillet et début août. N'hésitez pas à appeler, aller sur le site de l'association Bretagne Vivante. Le numéro de téléphone. Il ne faut pas les toucher, les crapauds. Il faut les laisser Il faut simplement dans leur... alerter l'association de la présence qu'elle sache qu'il y en a là. Précis. Ça permet d'avoir une idée aussi du repeuplement en cours ou pas du crapaud, de ce crapaud sur la ville de Nantes. Vous alliez redonner le numéro, on vous le redonne, 02 40 50 13 44. Voilà. On va parler du 14 juillet, Denis, avec vous maintenant. On connaît le feu d'artifice, le bal des pompiers, bien que ça se perde un petit peu, cette tradition-là. Il y en aura à Saint-Nazaire, un bal des pompiers. Et il y en aura à Saint-Nazaire, très bien. Ouais. Mais vous voulez nous parler du 14 juillet pour nous parler de découverte spatiale? Bah oui, parce que le 14 juillet à Pluton, sur la planète Pluton, si on lève les yeux, on verra l'un des rares, un objet humain en fait, qui va survoler cette planète. C'est la première fois que Pluton est atteinte par une sonde spatiale humaine. C'est la mission New Horizons. Alors on voit à l'image des images de synthèse de cette sonde qui va survoler la planète la plus éloignée du Soleil. Là, on parle d'un objet qui se trouve à 4 milliards de kilomètres de chez nous. Et si je vous en parle, c'est parce que des chercheurs nantais ont participé à cette mission, à la définition de cette mission, pas tant sur l'aspect technique, mais sur l'aspect science fondamentale. Le laboratoire de planétologie de Nantes, dont on parle très souvent ici, a participé à cette mission et évidemment étudiera de près les données qui seront renvoyées par cette sonde à partir du 14 juillet, sachant qu'il faut quand même plusieurs heures pour que les données arrivent. Je vous conseille aussi de voir, on a vu un extrait là d'un film, c'est la Web TV de l'Université de Nantes qui le diffuse en ce moment, donc sur le site webtv.unif-nantes.fr. On va redonner l'adresse tout à l'heure. On va la redonner, pourquoi? Parce que c'est tout de suite maintenant une question à chercheur. Et cette semaine, l'épisode de cette série est proposé par la Web TV de l'Université de Nantes. Je vous propose de commencer par la question. Bonjour, je m'appelle Damien et j'aurais voulu savoir si un seul virus pouvait exterminer toute l'humanité. Et pour la réponse à cette question apocalyptique, on va écouter tout de suite Berthe-Marie Imbert-Marcil, elle est spécialiste des virus à l'Université de Nantes. Ça, c'est une très bonne question. C'est d'ailleurs une question d'actualité. C'est une question qui fait référence à nos grandes peurs, à la peur des pandémies. On vient d'en vivre, même si ce n'est pas une pandémie, un très bon exemple avec l'épidémie d'Ebola. On se sentait assez impuissant, où il y avait un caractère où on n'était pas capable de traiter et où on avait peur de ne pas pouvoir maîtriser la maladie. Alors, un tel virus, ça serait forcément un virus qui vient du monde animal. Et là, ça va faire référence aux difficultés ou à la nécessité que ce virus animal puisse s'adapter à l'homme. Les virus sont des agents pathogènes qui sont extrêmement spécifiques d'une espèce donnée. Donc il y a très peu de virus animaux qui sont capables d'infecter directement les hommes. Pour qu'un tel virus puisse infecter un homme, il va falloir qu'il évolue au niveau génétique. Et ça, c'est vraiment un très gros challenge. Il y a un autre élément qui est important à prendre en compte, c'est la notion de transmission. Un tel virus
sera forcément un virus qui devra se transmettre facilement entre les hommes. C'était un peu le cas pour Ebola, mais par exemple pour Ebola, s'il n'y avait pas un contact direct, il n'y avait pas de transmission. Un virus qui serait susceptible d'infecter tout le monde est un virus qui nécessairement devrait pouvoir être transmis par voie respiratoire. Et là, la probabilité d'avoir à la fois un virus qui sache s'adapter à l'homme et qui en plus se transmette par cette voie est vraiment extrêmement faible. Et surtout, le point le plus important, c'est qu'on a une très grande variabilité entre les individus, en particulier chez les hommes, puisqu'on est une espèce pour laquelle il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc face à cette très grande diversité, il est impossible qu'un seul, même agent pathogène, puisse réussir à infecter l'ensemble des individus. Donc la réponse est non, il n'y a pas de risque d'éradiquer, en tout cas dans l'état des connaissances actuelles, l'humanité par un seul agent pathogène, fût-il un virus. Eh bien voilà comment décrédibiliser les scénarios des films catastrophes. Comme ça, vous pourrez aller au bal des pompiers sans aucune crainte. J'aurais aucune crainte. Voilà. Si vous voulez revoir cet épisode, vous allez sur le site de la Web TV de l'Université de Nantes. L'adresse s'inscrit là sur l'écran. L'invité, Adrien ? Adrien Domoiseau, on va parler un peu code avec vous, un peu programmation informatique. Je sais que c'est rébarbatif pour beaucoup de gens. Vous, avec votre projet Codol, vous tentez de vulgariser. Vous voulez que les gens se réapproprient un peu cette notion-là. Avant qu'on parle précisément de ce qu'est le code informatique, vous avez réalisé un clip pour parler de votre application. On va le voir tout de suite parce que c'est assez ludique et on comprend tout de suite de quoi il s'agit et quel est l'objectif. Lui, c'est Alex. Son problème, sa copine est un peu trop collante. Alex pourrait réagir comme ça. Ou alors, il pourrait trouver une vraie solution. Codol est une plateforme interactive qui va lui permettre d'apprendre la programmation grâce à un enseignement par projet. Il lui suffit simplement de sélectionner le programme qui lui convient. Chaque notion est illustrée par un exemple concret, mais également par une animation ludique et facilement compréhensible. Par étapes, Alex avance à son rythme en apprenant seulement les éléments dont il a besoin pour réaliser son projet. Alex n'avait jamais codé auparavant. Avec Codol, il a pu réaliser son programme rapidement, facilement et tout ça sans aucune installation. Grâce au projet qu'il vient de réaliser, Alex peut maintenant oublier ses soucis. Alors Adrien Domoiseau, le code informatique, ça sert juste à passer des soirées tranquilles sans se faire embêter par sa copine, c'est ça ? Alors non, justement, mais l'idée elle est là, c'est qu'il faut que les gens comprennent à quel point c'est simple, à quel point c'est drôle à faire. Quand on parle du code informatique, de quoi il s'agit concrètement ? Alors en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Coder, donc en fait c'est simplement utiliser des langages informatiques, donc comme on parlerait l'anglais et on apprendrait sa grammaire, on peut apprendre la grammaire du code pour parler entre guillemets avec l'ordinateur, lui dire quoi faire. Donc fais ci, fais ça, c'est des instructions, ce qui permet de réaliser des plateformes, donc des sites web, des logiciels qu'on utilise tous les jours. Mais ça veut dire qu'il y a le langage, voilà. Il faut l'apprendre quand même. Donc c'est pas à la portée de tous, il faut avoir ces bases-là et cette capacité à acquérir ce langage-là. Alors c'est vrai que quand on voit du code pour la première fois, on se dit c'est à la portée qu'il y a des gens qui ont bac plus 10, c'est très compliqué, etc. En fait non, il faut seulement quelques heures pour comprendre les bases et pour ensuite comprendre d'où viennent tous ces logiciels et comment ils sont faits. On a vu à l'image votre application qui s'appelle Codol, donc c'est une console dans laquelle on rentre du code et on voit le résultat directement. Quel est l'intérêt de ce concept ? C'est beaucoup plus qu'une simple console. Il y a un petit espace où on a sa console. Donc la console, c'est l'espace où on écrit son code. Mais il y a toute une interface autour qui permet à la personne de comprendre les notions au fur et à mesure. Comme on l'a vu, il y a aussi les petites animations ludiques et concrètes vraiment qui apportent ces notions et qui permettent à la personne de les comprendre de façon beaucoup plus facilement que si on expliquait avec du simple texte. Donc c'est vraiment une plateforme pour nous amener à coder
petit à petit, tranquillement et en étant accompagné en fait. Voilà, exactement. Être accompagné, c'est le plus important. Ouais. Alors, apprendre à coder, pas pour devenir développeur, bien sûr, parce qu'on ne veut pas que tout le monde devienne développeur, mais dans le monde de demain, chaque emploi, chaque travail demandera à avoir un minimum de compétences en code. On peut prendre un exemple très, très simple. Demain, peut-être que les maçons n'existeront plus. Plutôt, ils implémenteront une machine qui construira les immeubles, les maisons. Et imaginons, je suis le développeur de la machine. Il y a un bug parce que, je sais pas, la rue est en pente. Si les travaux sont en Espagne, je ne vais pas me déplacer pour régler le bug, 2000 € d'avion, etc. Non, je pourrais peut-être appeler un des maçons et lui dire, écoute, tu vas dans ce fichier-là, tu modifies ça, et c'est bon, ça marche. En gros, il faut savoir parler aux ordinateurs. Alors, Voilà. pour parler aux ordinateurs, il faut connaître leur langue. Alors, on parle du langage informatique de manière générale, mais on va dire, il y a plein de patois en fait en langage informatique. C'est un peu le bazar. Notre génération, on se souvient, au collège ou même en école primaire, on nous parlait du basique. On avait parfois des initiations au basique. Le basique, par exemple, c'est un langage informatique? C'est un langage informatique. Il y en a beaucoup plus. Il y en a, on parle d'une centaine de langages informatiques. On peut citer les plus connus. Voilà, donc C++, PHP, Java, qui ont tous leurs spécificités. On peut donner des exemples. Alors, on entend souvent parler, pour ceux qui naviguent un peu sur le web, par exemple de HTML. Voilà. C'est quoi ça, le HTML? Donc le HTML, c'est un langage qui utilise des balises. Donc une balise, c'est très simple, c'est un chevron ouvert, un chevron fermé, et entre les deux chevrons, du texte. D'accord. Donc on écrit son code entre deux balises, et si on dit que la balise c'est P, donc chevron ouvert, P, chevron fermé, du texte, chevron ouvert, / chevron fermé avec le P, c'est que c'est un paragraphe. Voilà, P pour paragraphe. C'est un langage qui est très simple en fait. Tous les langages fonctionnent à peu près de la même manière avec des textes différents, mais c'est plus ou moins la même logique quand c'est du. Alors, c'est comme les langues latines ou pas. Le HTML, c'est moins du code que c'est plus un langage déclaratif pour déclarer des variables, du texte. Alors qu'un vrai langage informatique, lui, il a vraiment plus des logiques propres à lui-même. J'ai une question, excusez-moi Denis, mais très naïve comme d'habitude, mais moi je suis face à mon ordinateur, si je veux me mettre à coder, mais je code où, je code quoi? Je ne vais pas coder sur la page d'accueil de mon ordi. Est-ce qu'il y a un logiciel spécifique dont il faut que je m'équipe? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on dit c'est très simple, tout le monde peut coder, mais... En fait, vous avez un logiciel sur votre Windows qui s'appelle Notepad, qui permet juste d'ouvrir une fenêtre blanche et on peut écrire son texte directement là-dedans. Voilà, donc sur tous les ordinateurs, effectivement, c'est possible. Après, on peut installer d'autres logiciels plus performants pour coder avec plus d'aise. Non, mais qu'on puisse essayer quelque part, qu'on sache où aller. On peut citer peut-être d'autres langages. Le PHP, quand on parle de PHP, par exemple, il sert à quoi? Il va où? Il parle avec qui? Alors, le PHP... il est plus côté serveur, donc pas du côté de votre ordinateur. Là où sont hébergés des sites internet, par exemple. Exactement. Et il permet d'envoyer les pages web à l'utilisateur sur son ordinateur. En fait, la différence des langages, elle est plus dans sa gestion directement plus avec l'ordinateur proche, donc des langages plus compliqués, on dit de bas niveau, et des langages de haut niveau qui sont beaucoup plus simples à comprendre par nous, mais qui demandent parfois beaucoup plus de... La langue d'origine d'un ordinateur, pour moi, c'est un tas de ferraille. Hein. C'est un peu complexe quand même. Il parle quoi? C'est des 0, des 1, c'est des impulsions électriques. C'est quoi le langage de base d'un ordinateur? Donc en fait, c'est le binaire, des 0, des 1. Donc pas d'électricité, 0, d'électricité, 1, tout simplement, c'est pour ça. Après, donc, nous, on n'écrit pas en binaire notre code. On l'écrit, comme je le disais, avec des balises, le langage. Et il y a un programme qui est chargé de transformer ce code qu'on a écrit en binaire pour que l'ordinateur puisse le comprendre. Donc ce sont les humains qui ont inventé le langage de l'ordinateur et tous les langages annexes. Donc j'imagine que c'est une logique humaine, c'est une logique très compréhensible. C'est une logique humaine mais poussée, vraiment basée sur l'esprit logique. Donc ça veut dire que ce qui est génial en codant, c'est qu'on structure son esprit dans cette logique, c'est-à-dire un début, une histoire et une fin, comme quand on écrit en fait un roman, etc. Il faut avoir un plan au départ, quoi. Voilà, c'est un plan, c'est pas et après. Et Non, du c'est coup, vraiment
distinguer. À vous entendre, comme vous dites, voilà, dans tous les emplois de demain, il faudra avoir un minimum de connaissances. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à l'école aujourd'hui à enseigner des bases du code aux enfants? Ça me paraît indispensable et on ne comprend pas pourquoi on met autant de temps à apprendre aux enfants à coder directement dans les écoles, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes qui existent, mais en annexe, et ça paraît beaucoup plus important que d'apprendre certaines notions. C'est aussi indispensable qu'apprendre à lire, écrire et compter. Et on voit beaucoup de sites qui se mettent sur cette niche de l'apprentissage de l'informatique. On voit à l'image l'application Treehouse, par exemple, qui est un site américain qui se base beaucoup sur la vidéo. C'est pour le grand public, ça. Mais est-ce que c'est pas trompeur aussi de dire aux gens, vous allez apprendre en vous amusant à coder, alors que ça reste quand même quelque chose de spécialiste, enfin de compliqué. Oui, malheureusement, on est obligé d'ajouter cet aspect ludique, parce que quand on allait à l'école, on n'y allait pas toujours avec le sourire. Et il faut dire à quel point, ça peut être... En fait, la logique pour l'être humain est quelque chose de fun. Ouais. Donc, le code est quelque chose de fun, au final. Mais il faut que les gens s'en rendent compte. Et pour que les gens s'en rendent compte, il faut leur dire à quel point c'est marrant à faire. C'est fun. Et on voit le monde différemment quand on a cette logique en tête. Complètement. Vous avez l'impression de voir le monde différemment? Oui, on voit tout de façon... Il ne faut pas dire qu'on voit les choses de façon binaire ou noir et blanc, mais on voit les choses vraiment de façon pragmatique. Oui, on analyse les choses vraiment de façon logique. On arrive à la fin de l'émission, mais on ne l'a pas dit. Vous avez décroché le prix du public lors du concours Talent du numérique organisé par BFM Business. Donc, on va le souhaiter une longue vie maintenant à cette plateforme, à cette appli Codol. Oui. C'est ça, on dit. Sur codol.fr pour tester l'application. Testez-la, découvrez combien le code est fun, comme nous a dit Adrien. Et puis amusez-vous à découvrir le langage informatique. Merci à tous de nous avoir suivis. À la saison prochaine.